Bonsoir à tous, bienvenue dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Allez, comme à chaque fois, on est content de retrouver notre ami Lucas Bertolotto. Mon cher Lulu, comment vas-tu? Ça va très bien, mon Kali. Je suis très ravi de te retrouver tout le monde dans ce beau vestiaire. Et ces petites lunettes, elles te vont à ravir. T'inquiète pas, le temps jouera contre toi et toi, un jour, peut-être tu porteras ces fameuses lunettes. Allez Lulu, juste avant les infos, petit jingle. Allez Lucas, on le sait, c'est tombé ce midi, le calendrier du top 14 et de Pro D2. Il va y avoir des matchs de folie sur cette première journée. Exactement, ça va envoyer du lourd dès les premiers matchs avec un Clermont-Toulouse qui est la plus belle affiche du top 14 dès la première journée. Donc là, c'est impressionnant. C'est le remake de la dernière finale qui s'est jouée en 2019. Voilà, après, on a noté quelques grosses affiches. Un Lyon-Bordeaux-Bègles lors de la troisième journée, les deuxièmes qui reçoivent le premier de la saison dernière. Un UBB-Clermont la quatrième journée. Le derby parisien, sixième journée, le Racing qui se déplace au Stade français. Le classique, la journée d'après, la septième, c'est Stade français-Toulouse. Un petit Clermont-Lyon la 9e journée. Et aussi, on a pu noter mon petit Cali pour des matchs décisifs pour les phases finales. Un petit Toulouse-Clermont l'avant-dernière journée et un Bordeaux-Bègles-Toulouse sur la dernière journée. Je pense que ça peut être pas mal pour le top 14. C'est énorme parce qu'il ne va pas falloir chômer d'entrée de jeu. Autant en top 14 et en Pro D2, il vaut mieux assurer rapidement les points et notamment les matchs à la maison. La finale va se jouer quand à peu près? Alors c'est le week-end du 25 juin, Cali, pour le top 14 et pour la Pro D2, ce sera un peu avant. Par contre, pour la Pro D2, il y a des grosses affiches aussi. Biarritz-Perpignan d'entrée première journée, c'est un monument du rugby français. Et tout au long de la saison, on va retrouver les clubs qui ont fait le haut du tableau la saison dernière qui vont envoyer du lourd. Allez Lucas, on passe à la deuxième info. C'est Béziers, c'est la fin d'une belle histoire. Alors on a parlé de Dallas, de plein de choses. Dommage parce qu'on a appris aussi qu'un des partenaires officiels de la SBH, M. Angelotti, se retire aussi de l'aventure. Oui, c'est ça, c'est le projet porté par Christophe Dominici qui a pris fin, il n'a pas été validé par la DNACG. Les pièces, soi-disant, n'ont pas convaincu l'instance financière. Du coup, le club, il passera pas sous pavillon émirati. Et ce jeudi, tu viens de le dire, il y a eu un nouveau rebondissement malheureusement pour Béziers qui continue d'apprendre des mauvaises nouvelles. C'est son sponsor principal qui quitte le club. C'est encore un coup dur pour la SBH qui attend d'en savoir plus sur son avenir en Pro D2. Ouais, dommage, on aurait bien voulu voir un peu le projet de Christophe Dominici. En tout cas, on lui souhaite plein de bonnes choses et puis on ne sait jamais, peut-être qu'il reviendra dans le giron du rugby. Allez, on va passer outre-Manche parce que je sais que ça te fait plaisir. Tu as envie de parler de rugby anglais parce qu'il y a plein de choses à dire notamment. Oui, il y a plein de choses à dire. Tu sais que la première chip, c'est le championnat européen qui devrait reprendre en premier dans le rugby, après le Super Rugby il y a quelques semaines. Et donc le 14 août, il y a la 14e journée de première chip qui devrait se dérouler avec quelques affiches déjà. Harlequins Sale, Exeter-Leicester, un petit Northampton Wasp qui est pas mal aussi. Au classement, Exeter qui est en tête avec 5 points d'avance sur Sale. Les Saracens sont déjà relégués, on le sait. Mais malgré ça, Cali, ils ont réussi à prolonger un nombre de joueurs impressionnant. Mako Vunipola, Owen Farrell, Elliot Daly, Jimmy George, que des internationaux qui ont prolongé sur le long terme aux Saracens. Il y a d'autres prolongations dans d'autres clubs, Stuart Hogg et Andrew Slade à Exeter, Joe Lunchbury au Wasp, Dan Biggar à Northampton. Voilà, moi je propose que tout le monde retrouve ça sur les réseaux sociaux d'Absolu Rugby demain. On va faire une grosse journée championnat anglais demain et on va peut-être aussi revenir sur les transferts, les récents transferts qu'il y a eu. Manu Tulagi qui est passé à Sale, c'est pas mal je pense Cali, non ? Ouais, ça pique un peu aussi. Mais c'est bien que tu nous parles de ce championnat et puis aussi des prolongations qu'il y a eu, notamment du côté des Saracens. Ça montre que les joueurs sont fidèles au club, mais aussi, je pense qu'il y a dû y avoir un accord, il ne faut pas se cacher aussi, mon cher Lucas, avec la fédération, parce qu'un joueur qui va jouer en Pro D2, automatiquement, ça pose question pour l'équipe nationale. On verra bien par la suite. Lucas, on va parler aussi d'une belle tournée. C'est celle des Lions, qui était, il y a, je crois, presque 3 ans, était sur une tournée en Nouvelle-Zélande. Et l'année prochaine, ils vont où ? Ils vont en Afrique du Sud, Cali. On reste outre-Manche pour parler des Lions britanniques et irlandais. Voilà, ils ont maintenu leur tournée en Afrique du Sud. Ils l'ont annoncé cette semaine. Du 3 juillet au 7 août, c'est une sacrée tournée quand même, les Lions. Ça, c'est pas rien. Ils vont jouer de nombreux matchs contre des franchises sud-africaines, mais surtout 3 tests face aux Springboks qu'on a tous hâte de voir les 24 juillet, 31 juillet et 7 août. Et là, moi, j'ai hâte d'être à l'été prochain pour voir ces 3 matchs-là. Ça serait énorme qu'on aille faire une émission là-bas d'Absolu Rugby sur le terrain voilà, des Springboks. Mon cher Lucas, ce soir un bel invité parce que ça fait pas mal de temps que tu me dis on n'a que des gros dans l'émission, je veux un 3/4, je veux un 3/4. Ben justement, on a un beau demi-mêlée. C'est le demi-mêlée du RCT et de l'équipe de France, tu connais bien, c'est qui? C'est Baptiste Serin, Caillé. Je propose qu'on regarde une petite pastille de présentation. On fait ça et de suite après on le retrouve dans le vestiaire.
est content de retrouver notre ami Baptiste Serin. Lucas, ça te fait plaisir parce que ça fait 2 mois que tu me bassines, tu me dis Kali, il n'y a que des gros dans l'émission. Je veux un 3/4, regarde, je t'invite à un demi de mêlée, ça fait plaisir quand même. Ah, ça fait très plaisir, Kali. Là, on peut te prendre au 100 mètres, on te fond en deux. T'inquiète pas, tu peux y aller. Bon, Baptiste, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Parce que c'est pas évident de venir dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Tu sais, des fois, on taquine, on va loin. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est comme à chaque fois, porter la bonne humeur et le sourire. Écoute, on va parler de plein de choses avec toi. On va commencer, tiens, avec tes débuts, comme on fait avec tous nos invités. On va commencer, tiens, par ce club de rugby que tu as connu en premier. C'est Parentis Sport Rugby Club de Parentis en Borne. C'est là où tu as touché ton premier ballon de rugby. C'est ça. J'ai commencé à l'âge de 4 ans avec mon meilleur ami. Voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, je suis issu quand même d'une famille très rugby. Donc voilà, c'était la suite logique de mon père, grand-père, oncle. Donc voilà, et puis j'ai fait 11 ans d'école de rugby là-bas pour ensuite rejoindre le CA Bègle. Voilà. C'est beau quand même, Kali, parce qu'à l'âge de 4 ans, il faut y aller quand même commencer le rugby. Et il y est toujours, c'est ça qui est beau. Ouais. Pardon, je vais laisser répondre. Non, mais après, ça reste une passion. Donc, après, quand t'es gosse, tu rêves toujours de faire carrière. Moi, je sais qu'avec mon meilleur pote, c'était notre rêve de faire une carrière dans le rugby. Voilà, maintenant, après, il y a des étapes, des grosses étapes à passer. Mais avec voilà, au fur et à mesure des choses, un peu de travail quand même, et puis une part de chance, j'ai eu la chance d'y arriver. Ouais, par contre, ce qui est surprenant, Baptiste, il faut le rappeler, toi tu viens de l'Aquitaine, cette belle région. En tout cas, c'est une région qui est portée par le surf. Qu'est-ce qui t'a décidé à choisir entre le rugby et le surf? Bon, déjà, je viens de Parentis, il y a l'océan, mais c'est à Biscarrosse, donc j'ai pas été bercé avec tous les surfeurs de là-bas. Moi, j'ai fait du rugby et après de la pelote, donc voilà, c'était plutôt ça. Mais voilà, comme je le disais, ma famille c'est très très rugby, donc c'était quelque chose de logique pour moi. Je voulais à tout prix jouer et essayer d'être avec l'équipe première de Parentis parce que j'allais tous les week-ends les voir, donc voilà. Bon, ça s'est pas fait malheureusement. Lucas, tu sais quoi? J'ai envie de lui faire cadeau d'entrée de jeu, comme ça, dans l'émission. Te présenter, tu sais, on a mis en place avec Lucas un petit truc assez sympa. On montre des petits dessins qui te rappellent quelque chose. On l'a fait la semaine dernière avec Fulgence Ouedraogo. Tiens, regarde, c'est pour toi, cadeau. C'est un petit dessin où on te voit en action. Est-ce qu'il représente bien ta région et un peu aussi ta carrière? Ouais, c'est pas mal. C'est quoi dans le seau? C'est du raisin? Non, c'est des huîtres du bassin d'Arcachon. Ouais, non, ça représente bien. Bon, après, j'ai découvert le club de Bègle, donc proche du milieu viticole. Ouais. Voilà, bon, j'aime bien le vin rouge, forcément. Donc ouais, ça représente pas mal les huîtres. Voilà, j'ai un ami très proche qui a une dégustation, une production d'huîtres au Cap Ferret. On peut le citer, hein. On a le droit. Ça s'appelle la Canfouine au Canon, voilà. Donc qui sont des amis très proches. Donc c'est vrai que j'aime la culture bordelaise. Après j'ai été longtemps là-dedans, donc forcément ça je le garde. Mais avec modération, il faut le rappeler, hein, mon cher Baptiste. Hein. Du coup, tu parlais du CA Bègle tout à l'heure, là tu parles de la Gironde, de Bordeaux, de tout ça. C'est en 2009 que tu arrives sur les côtés de Bordeaux-Bègle. Comment ça se fait que tu arrives là-bas? Comment ça se fait? Déjà, mon premier lieu, je voulais aller à Dax à la base, parce que mon meilleur ami avait été contacté par Dax. Et mon père avait joué à Dax dans les années 90. Donc voilà, j'avais envie de suivre un peu cette logique. Mais j'avais été repéré pour le Crêpes à Talence. Donc voilà, pour la proximité du club, j'étais parti là-bas. Un peu difficile au début parce que je connaissais vraiment personne. Et finalement, c'est un club qui m'a vraiment très bien accueilli. Je me suis fait de très bons amis, que j'ai encore d'ailleurs, des amis des cadets à l'époque. Et puis franchement, je regrette pas parce que c'est vraiment un club qui m'a couvé. Ça a été vraiment ma deuxième famille pendant 10 ans. C'est là où j'ai fait mes premières armes, où je suis devenu international aussi. Donc c'est un club qui restera gravé en moi et c'est un club auquel je garderai beaucoup d'amour. Ça, on le sait, on n'en doute pas une seule seconde, mon cher Baptiste. Il faut le rappeler, tu disais, tiens, des débuts en équipe première, tu commences, si je ne dis pas de bêtises, en 2012.
Tu commences sur un match de challenge européen contre les London Irish. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens parce qu'on en avait pris 40. Et les London Irish, à l'époque, il y avait voilà, des Anthony Watson, des Jordan Joseph. Il y avait vraiment une sacrée équipe. Et l'objectif de Bègle était plutôt le maintien dans l'élite. Donc la Challenge Cup, elle servait pour les jeunes. Voilà, j'avais commencé avec des Darly Dombo, des Jeff Poiron. Voilà, et c'était sympa parce qu'on était quand même pas mal de jeunes à jouer ensemble lors de ces matchs-là. Et c'est des matchs qui nous ont permis de nous révéler, de connaître un peu le haut niveau. Tu as gravi les échelons au fil des saisons à Bordeaux et tu as été bien entouré aussi. Je pense qu'on peut parler d'Enny Adams notamment, qui a été un peu un modèle, on peut dire, pour toi. Ça a été un modèle, un père, parce que c'est quelqu'un. J'ai eu du mal à quand même aller vers lui au début, parce que bon, à Bègle, c'était vraiment le king, c'était lui le dépositaire un peu du jeu. Quand il faisait un bon match, en général, ça gagnait. Donc voilà, c'était quelqu'un avec qui j'ai voulu travailler. Donc on avait un ami en commun qui m'a dit vas-y, fonce, avec qui il en avait parlé. Donc un jour, j'ai dit voilà, Enny, j'ai envie de travailler avec toi, d'avoir une relation un peu plus proche, si ça te dérange pas, bien sûr, parce que bon, il a quand même une carrière aussi à gérer. Je savais pas comment trop le prendre, mais il a accepté avec grand plaisir. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui, travaillé beaucoup les passes, le pied à l'entraînement. Voilà, il m'a transmis un peu tout son savoir. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été un tremplin pour ma carrière et aussi qui m'a donné pas mal de leçons. On le sent parce qu'au-delà de tout ce que tu as vécu avec lui, la collaboration que vous avez mis en place, tu deviens rapidement titulaire. Et ça marque aussi peut-être le début de pas mal de choses. Et tu prends aussi la suite rapidement, suite à la blessure de Pierre Bernard, des tirs au but. Comment tu l'as abordé justement? Est-ce que c'était une pression supplémentaire ou pas? En fait, c'était un aspect de mon jeu que j'aimais bien parce que je le faisais toujours en jeune. Bon, un peu plus difficile quand même mentalement et dans la préparation de buter avec l'équipe première quand même parce que bon, il y a beaucoup plus de responsabilité, de pression, ce qui est normal. Bon, c'était mon club de cœur avec qui j'avais commencé, donc forcément pas envie de décevoir tout le monde. Mais voilà, après je m'entraînais beaucoup et c'est quelque chose que j'ai pris avec déjà avec volonté parce que quand t'as pas de volonté, il faut pas le prendre, mais aussi avec beaucoup de plaisir. Et voilà, au fur et à mesure, ça s'est fait. Voilà, Pierre a été aussi quelqu'un d'important pour moi parce que c'était quelqu'un qui m'a souvent conseillé. Voilà, j'ai eu la chance aussi de connaître Lionel Boxis. J'avais joué avec Nicolas Sanchez juste avant, donc j'ai connu quand même des 10 qui ont fait de sacrées carrières. Et j'ai même côtoyé Camille Lopez aussi à ses débuts, à mes débuts à Bègle, pardon. Donc voilà, en étant bien entouré, c'est vraiment quelque chose que je prenais à cœur. Il avait un bon coach aussi, non, Lucas? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je me trompe pas, tu as eu un coach un peu particulier qui s'appelait quand même Dimitri Ashvili, non? Aussi. Donc ça, c'était plus sur ma fin à Bègle, sur mes 2-3 dernières années, où voilà, je l'ai rencontré sur une séance de photos et on avait une sorte de croisée journalistique un peu ensemble, où on devait répondre à des questions et avoir des réponses un peu différentes. Et à la fin, la journaliste nous a dit: est-ce que vous avez une question à vous poser? Et à la fin, je lui pose la question: est-ce que tu donnes des cours de but? Parce que ça serait avec plaisir que j'en prendrais avec toi. Et là, il est resté comme ça, il m'a dit écoute, je vais y réfléchir. Et il m'a rappelé une semaine après, il m'a dit Baptiste, ça serait avec grand plaisir et tout. Il est venu manger à Parentis, dans le bon resto du coin qu'on a. Et maintenant, ça s'est fait comme ça. Et tous les mercredis, on butait pendant 2 heures. Et ça a duré 1 an et demi. Et voilà, c'est quelqu'un voilà, que j'ai vraiment apprécié, qui m'a apporté pas mal de modifications. Et voilà, j'arrivais à être beaucoup plus régulier. Et puis pour un joueur comme moi, ou jeune, ou je dirais qui est en phase de progression, c'est toujours important d'avoir des avis et des perfectionnements de la part d'un joueur comme Dimitri Ashvili.
On a le sentiment que dans ta phase de progression, pardon Lucas, on le voit, hein, tu prends de la maturité, de l'expérience aussi. Mais justement, on va parler du 15 de France parce que tu as eu des débuts aussi assez intéressants avec eux. Tu as commencé avec les moins de 20 ans. Si je dis pas de bêtises, tu as fait une première saison, donc ça se passe bien. La seconde année, tu es quand même, tu gagnes le tournoi des 6 nations. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Je fais le grand chelem. C'est beau, hein? Ouais, ça reste un super souvenir parce que les souvenirs en moins de 20, ils sont marquants parce que les moins de 20, c'est la finition de toute une génération qui s'est suivie pendant des années en équipe de France jeune. Et voilà, c'est quand même bon art de finir sur ça avec des mecs avec qui tu as commencé à l'âge de 15 ans. Donc c'est d'autant plus beau. En plus, franchement, on n'avait pas de star, on n'avait pas une super équipe. Autant on avait une énorme équipe en 93, la génération 93, où je pense qu'il y en a une quinzaine qui sont sortis à haut niveau, qui jouent en top 14 et en équipe de France. Mais en 94, on avait vraiment un groupe très soudé qui avait envie de se défoncer ensemble, si je puis dire, pardon. Et voilà, c'était vraiment sympa de finir sur ça. En plus, on avait fini à Tarbes, dans une ville très rugby, donc souvenir incroyable. Et 2 ans après ce magnifique trophée avec les moins de 20 ans, tu découvres le vrai 15 de France, quoi, le niveau international avec le 15 de France. Comment tu appréhendes du coup cette arrivée dans cette nouvelle équipe? En fait, c'était un peu bizarre parce que bon, on part en tournée en Argentine, mais sans les demi-finalistes et les finalistes. Donc c'était un peu compliqué. Je me rappelle qu'on part, je crois, à 17 ou 18. Et après, il y en a d'autres qui nous rejoignent sur une seconde vague. On va jouer à Tucumán où le stade, il y a des barrières tout autour, donc c'est un peu une prison. Il y avait 3 journalistes et demi. Enfin, on était vraiment au fin fond de la Pampa argentine, mais franchement, super souvenir. J'ai eu la chance d'avoir en plus mon père qui est venu en avion. J'étais en colocation avec un Argentin à Bègle quand j'avais 18-19 ans. C'est lui qui l'a pris en charge, hein, mon père. Donc, c'est vraiment un souvenir incroyable, d'autant plus qu'on gagne la tournée. Puis, bon, personnellement, ça s'était plutôt bien passé, donc ça restera un bon souvenir. C'est bien, tu en parleras la prochaine fois, Baptiste, dès que tu croises Jean Balafond, de ce déplacement à Tucumán, qui est quand même le stade le plus incroyable au monde, où il était sorti, tu sais, ce fameux couloir où tu étais en forme de grillage, il s'était fait cracher dessus, il avait pris des boulons, mais ça reste anecdotique parce que c'est quand même un des endroits où il y a le plus de, alors j'allais dire le plus de rugby, où ça marque vraiment, ça marque ce sport, quoi. C'est un truc incroyable. Ouais. Enfin, t'as l'impression de rentrer dans un stade et il y a des hooligans autour, quoi. Je me rappelle, on s'échauffe et au moment de rentrer sur le terrain, on s'était fait mais huer, mais j'avais jamais vu ça, quoi. En plus, on était passé un peu au bord quand même. Ouais. Mais les gens, ils se sont levés, ils étaient en folie, quoi. Ouais. Et bon, en plus, le premier match, on a pris quand même, je crois, on perd 30-17, on l'avait eu dur. Et le deuxième match, par contre, on a eu un peu les pendules à l'heure, heureusement. Vous avez gagné, je crois, si je dis pas de bêtises, 27-0, hein, c'est ça? C'est avec le 15 de France, tu as connu plein de choses, tu as connu plusieurs tournois destination et aussi, là, cette saison, en septembre dernier, ça va faire un an, tu as connu ce qu'on peut appeler le Graal un peu pour Tour du Monde, c'est la Coupe du Monde. Comment tu l'as vécu, cette Coupe du Monde au Japon? Un de mes meilleurs souvenirs en équipe de France. C'était déjà, c'est un peu bête, mais ce qui nous manque en équipe de France, c'est d'avoir du temps ensemble, parce que je pense que la qualité, ça fait un moment que l'équipe de France là. Malheureusement, on a très peu de temps pour se préparer. Pendant une Coupe du Monde, on a, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus de 2 mois et demi de préparation ensemble. Et c'est là où tu crées des liens, c'est là où tu apprends à vivre avec les mecs. C'est bête, mais j'ai joué pendant 4 ans avec des mecs. Il y avait des détails de leur vie, j'étais même pas au courant. Parce que tu parles un peu de tout, mais tu viens pas à vraiment parler au fond du personnage. Et là, tu prends le temps vraiment de discuter avec tout le monde, d'apprendre à vraiment connaître les mecs et surtout à tisser des liens qui restent encore. Je veux dire, on a encore un groupe sur certains réseaux sociaux et on se parle franchement tous les jours, ce serait même pas abusé de le dire. On s'envoie des conneries, mais franchement, c'était vraiment un souvenir mémorable. Un peu déçu que ça se termine comme ça, parce que je pense que cette équipe, elle méritait mieux. De là où on est arrivé, avec 4 ans qui ont été avec des hauts et des bas.
Mais je trouve qu'on a montré quand même un visage d'équipe, si on peut dire. Et avec de la qualité aussi, parce qu'il y a eu de la qualité. Et voilà, ça restera quand même avec une part de frustration, parce que je pense qu'on aurait mérité mieux. Et moi, personnellement, j'aurais aimé voir ce qu'on valait contre les Sudaf. Ouais, Parce justement, que Baptiste. je l'ai derrière la tête depuis longtemps. J'aurais aimé voir. Je sais qu'on les aurait pas joués comme le Pays de Galles les a joués déjà. Et je pense on les aurait embêtés, même si c'est une équipe qui est supérieure à nous sur un match. T'en as parlé avec Eben, désolé Kalim, t'en as parlé avec Eben ça au RCT avec Etzebeth qui est arrivé du coup? Non, c'est un coup de tromblon. Voilà, je suis à la touche, je suis tombé en dos. Non. Alors, j'ai félicité. Après, ils ont fait une Coupe du Monde quand même incroyable, mais il y avait deux équipes qui étaient au-dessus du lot, c'était eux et les Anglais, ils se sont retrouvés en finale. Mais voilà, sur un match, tout est jouable et voilà, surtout le déroulement du match laisse beaucoup d'amertume quand même contre le Pays de Galles. Juste moi, pour qui ai eu la chance de vous suivre pendant cet événement-là pour la Coupe du Monde, j'ai le sentiment, tu vois, qu'il s'était construit quelque chose et ça s'est confirmé lors du tournoi à destination de cette année. Il y a un groupe hyper jeune, il y a des mecs d'expérience et j'ai l'impression, comme tu dis, le vivre ensemble, le fait de faire des trucs. Et j'en parlais, tu vois, avec Romain Ntamak ou bien d'autres ou Cyril Bay et il disait, mais c'est l'éclate. C'est l'éclate parce qu'on est très soudés, on a envie de faire quelque chose. Est-ce que finalement, dans votre tête, et toi c'est peut-être un engagement que je vais te faire prendre, est-ce que tu es déjà un peu plus ou moins fixé sur 2023? Moi, c'est clairement un objectif. Après, j'y suis depuis 5 ans maintenant. Je sais très bien que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Donc ça, forcément, on se projette. Mais je veux dire, il y a tellement d'étapes avant. Je veux dire, par exemple, l'équipe qui a commencé contre l'Angleterre au premier match, il y en a peut-être qui ne sont même pas à la Coupe du Monde. Donc c'est tellement dur à se projeter. Je pense que il y a quelque chose qui est en train de se créer depuis la Coupe du Monde. Il y a l'arrivage d'une nouvelle génération aussi qui a cet effet un peu d'insouciance, de plaisir, de sourire. Et je pense que c'était un peu ce qu'on avait besoin parce que la qualité, on l'avait. Je veux dire, moi j'ai baigné avec les anciens et qui nous ont appris. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir appris à leur côté parce que il y a vraiment une génération qui était top. Nous, ils nous ont couvés. Ils sont toujours montés au front pour nous protéger. Maintenant, voilà, on était dans une phase aussi de négatif et on n'arrivait jamais à s'en sortir. Du moment qu'on faisait un bon match, le match d'après, on était capable de se planter. Donc, c'est ça qui était un peu énervant. Mais avec cette génération-là, je trouve qu'il y a de l'insouciance qui prend le dessus et c'est ça qui nous fait prendre beaucoup de plaisir. Voilà, maintenant, il ne faut pas se le cacher, on est aussi très bien entouré. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, tous les aspects du rugby, mais les aspects à côté du rugby, tout est pris en charge. Et nous, ça nous déleste aussi de pas mal de choses et on se concentre pas mal sur le rugby. Si tu veux l'avis d'un vieux con, tu vois, ou d'un ancien joueur comme je suis, tu vois un peu d'insouciance et de folie, ce sont déjà les deux meilleurs ingrédients pour construire, tu vois, l'avenir d'un groupe. Lucas, on va parler du RCT? Écoute, c'est le moment, on a une Qui, petite pastille technico-tactique, non? Allez, la pastille technico-tactique. Lucas, on va parler du RCT, ça te fait plaisir. Ben justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce beau club du RCT? Ben écoute, on peut dire que le RCT il a vécu une belle saison la saison dernière. Il s'est bien relevé de plusieurs années un peu délicates avec une 4e place en championnat, 9 victoires, la 5e meilleure défense, ce qui est plutôt pas mal. Des buteurs très très réalistes. Alors on parlait de Baptiste tout à l'heure, buteur, il n'a pas eu la chance encore de buter avec le RCT. Un gros parcours européen surtout, 6 victoires en 6 matchs, la première équipe de la Challenge Cup et on attend un quart de finale face aux Scarlets à domicile. Et plus particulièrement pour Baptiste, il y a eu quand même 10 matchs, 9 titularisations, 3 essais, 15 points en toute compétition confondue. C'est pas bon? Je suis pas bon? Il dit n'importe quoi, lui. Non, je suis pas bon. 13 matchs. Je crois 13. Ou alors c'est moi qui suis mal renseigné, mais... Je crois que j'ai plus raison, mais on vérifiera, t'inquiète. On jouera ça, Lucas, on jouera ça tout à l'heure à l'apéro, mais on verra qui aura gagné entre les deux. Mais en tout cas, comme disait Lucas,
C'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ce groupe de Toulon, tu vois, est en train de prendre une certaine dimension. Mais moi, avant de rentrer encore plus dans les détails, j'aimerais que tu me parles un peu de cette découverte du Stade Mayol. Est-ce que ça t'a marqué ou pas? Parce que en tant que joueur, en tant que visiteur, c'est déjà compliqué. Mais comment ça se passe quand tu es joueur? C'est spécial. Bon, la petite histoire, c'est que bon, j'avais été en contact avec eux il y a 3 ans. Bon, il me restait 2 ans de contrat avec Bègle, mais du coup, bon, les supporters là-bas, ils prennent tout à cœur. Donc, j'étais allé avec Bègle jouer à Mayol, et j'étais passé dans le fameux couloir, et j'avais mon père avec des amis à lui qui étaient venus pour l'occasion. Parce qu'il avait, bon, Mayol, c'est toujours quand même un stade mythique, donc ils étaient venus. Mais c'était incroyable comment les mecs ils me bousculaient, ils me disaient hey, c'est à Toulon. Donc c'était quand même plaisant. Et là, quand tu es joueur, quand tu fais partie de leur équipe, là tout est démesuré. Ils ont beaucoup d'amour pour leurs joueurs. En plus, là, comme tu disais, ça a quand même marché depuis 1 an. Et donc là, c'est multiplié par 10. Et franchement, il y a une ferveur qui est assez incroyable ici. Et comment, toi, t'es arrivé après la Coupe du Monde? C'est toujours délicat, on sait, de s'intégrer dans un nouveau club. Et toi, du coup, le fait d'arriver encore plus tard que les autres joueurs, comment ça s'est déroulé pour toi? Je peux te dire que je le referai plus, ça déjà. Parce que franchement, c'est un peu bizarre d'arriver, tu vois, des mois après avec un groupe. Donc si je peux, je ne referai pas ça. Mais après, non, j'étais vite intégré. Après, je connaissais pas mal de mecs, notamment les Tao, après Antobello. J'allais jouer avec Rafla Cafia aussi. Enfin, il y avait quand même pas mal de mecs. J'avais eu la chance de faire aussi la Coupe du Monde avec Charles, Emeric. Enfin, il y en avait quand même pas mal que je connaissais. Donc j'étais vite mis dans le moule. Et puis 2 semaines après, je jouais. Donc forcément, quand tu joues, tu es vite sur le terrain. J'ai eu la chance d'enchaîner les matchs. Donc tu te fais au moule du groupe. Et puis franchement, il y a vraiment un bon groupe. Il y a des mecs qui s'entendent vraiment très bien. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Et c'est ce qui m'a pas trop changé de Bègle, quoi. Donc sur ça, je me suis quand même pas mal retrouvé. Baptiste, un autre point positif, on le sait, on vient de sortir d'une période compliquée avec le Covid. Là, vous avez repris le chemin des entraînements. Ben justement, comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Parce qu'on le voit à travers les réseaux, hein, on suit énormément, bien sûr, le RCT. On voit que les entraînements sont assez intensifs. On a le sentiment que cette équipe de Toulon veut aller loin cette année, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ce club se doit d'avoir de l'ambition par rapport à son passé déjà, par rapport à... Je pense au recrutement qu'il y a eu ces dernières années. Aussi parce qu'il y a eu 2 années un peu moins bien, ce que tu disais tout à l'heure. Après les 3-4 années où ils ont été au sommet du top 14 et et même au niveau européen. Je pense que tout ça, même la ferveur, c'est un club qui se doit d'avoir de l'ambition. Moi, on m'a promis de l'ambition et il y en a. Je suis aussi venu dans ce club pour ça. Donc oui, on travaille pour avoir de l'ambition et pour arriver à nos objectifs. Maintenant, quand tu regardes les équipes, il y a quand même pas mal de challengers. Il y a des équipes qui se mêlent à la bataille que finalement tu prévois pas. Donc le top 14, c'est quand même un championnat qui est redoutable. Donc voilà, pour l'instant, on travaille, on verra bien, en espérant que ça reprenne. Parce que bon, on est quand même encore dans une décision. Donc voilà. Nous, on travaille dur, c'est très dur, il fait très chaud. Donc on travaille très tôt le matin. Mais voilà, on s'entraîne dur et ça fait vraiment plaisir de reprendre et de voir les mecs surtout. Parce que ça nous manquait. Est-ce que vous avez fixé des objectifs déjà pour la saison prochaine ou pas encore? Non, je pense qu'on le sait tous dans nos têtes, mais pour l'instant, il n'y a rien d'évoqué. On n'a pas fait de réunion encore collective parce qu'on ne peut pas trop avec le Covid. Donc pour l'instant, on n'a pas d'objectif fixé, mais moi, les miens, ils sont fixés, t'inquiète pas. C'est bien, Lucas. Au moins, tu vois, avec Baptiste, on sait où on va. C'est déterminé, c'est focalisé, ça traîne pas. Au moins, mais tu sais, je vais te dire, c'est à ton honneur de pouvoir dire aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de gagner. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu es un compétiteur, c'est ça. Hein.
Oui, voilà. Mais après, il n'y a pas de. Enfin, en toute humilité, je pense que Oui, avoir de l'ambition, c'est aussi garder de l'humilité. Je veux dire, on a un groupe taillé pour quelque chose ou pas. Tu te donnes les moyens ou pas. Après, il faut savoir ce que tu veux. Si tu as des objectifs, après, il faut tout mettre en compte pour les réaliser. Mais après, en toute humilité, parce que on est dans un milieu où tout peut aller très vite dans un sens et tout peut aller très vite dans l'autre. N'oublie pas qu'il y a un petit détail chez toi qu'il faut quand même mettre en avant, c'est au-delà de l'humilité, c'est aussi efficacité. Hein, parce qu'on sait que dans toutes les situations, que ce soit en équipe de France ou même en club, dans toutes les situations que je veux dire probables, tu as toujours fait bonne figure, tu as toujours été là au bon moment et tu ne lâches rien. Et moi, sache que j'apprécie, c'est une des qualités que j'apprécie chez un joueur. Lucas, on va quand même poser une question, mais elle ne va pas venir de nous, elle va venir de nos amis internautes qui ont voulu poser une question directement à Baptiste. Donc je vais te la mettre à l'écran. Regarde, elle vient, et ça va te faire plaisir, de nos amis les accros du RCT et qui te posent cette question. Salut Baptiste, malgré cette année exceptionnelle entre la Coupe du Monde et le Covid-19, quel bilan tires-tu de cette première année toulonnaise? Et il met entre parenthèses, j'espère qu'il est positif, car pour nous, il a été fortement. Et on les remercie pour cette belle question. Ouais. Salut les accros déjà. Non, mais déjà merci pour tous les supporters toulonnais déjà, parce qu'ils sont quand même pas mal. Il y a pas mal de groupes de supporters. Et franchement, c'est toujours plaisant d'avoir autant de ferveur. Après, franchement, je trouve qu'il a été positif. Faut pas oublier qu'on parle beaucoup d'autres clubs, mais Toulon, c'était 18 absents sur les 3 premiers mois de compétition. C'est des joueurs aussi absents lors du tournoi destination, avec certains joueurs qui faisaient des allers-retours. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Mais je trouve qu'on a fait une belle saison. Comme tu disais, on a surfé un peu en Coupe d'Europe quand même. Où je trouve qu'on a eu beaucoup de dynamique, on était assez sûr de ce qu'on voulait présenter. Sûr aussi de ce qu'on voulait faire. On parlait tout à l'heure d'ambition. Nous, on savait qu'on voulait recevoir le quart, recevoir la demi, parce que il y avait la finale à Marseille aussi après. Donc, nous, on s'était dit, voilà, ça peut être un objectif, ça peut être sympa aussi de jouer ça. Voilà, de partager tout ça avec les supporters. En top 14, on était, je dirais, dans le ventre mou, mais au retour de la Coupe du Monde, on a quand même réussi à repasser dans je dirais mis à part les 2 premiers, parce que Bègles et Lyon étaient quand même bien avancés. On était quand même dans ces 3, 4, 5 équipes du haut de tableau, avec quand même pas mal de régularité dans ce qu'on présentait. Je trouve que ça a été quand même positif. On a un apport notamment de quelques mecs devant qui sont quand même assez costauds. Et nous, derrière, après, on a quand même un peu de liberté et du jeu à déployer. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette équipe, c'est j'ai trouvé qu'on avait une faculté à s'adapter. On était capable de mettre beaucoup de jeux, de fermer le jeu. Je me rappelle à Toulouse, par exemple, où on voulait mettre beaucoup de jeux et essayer de les asphyxier de ballon, parce qu'ils n'aiment pas ça. Ça n'a pas du tout marché sur les 10 premières minutes. À partir de ça, on a complètement fait jouer Toulouse, avoir une grosse défense, récupérer des pénalités et fonctionner en contre en essayant d'avoir une belle occupation du terrain. Et on a réussi à les mettre en difficulté sur ça. Voilà, on a réussi à prendre des équipes devant, d'autres derrière plus par le jeu. C'est là où j'ai trouvé qu'il y avait une faculté à s'adapter quand même pas mal sur ces situations-là. Et voilà, aussi avec un gros état d'esprit, parce que on avait quand même un état d'esprit qui était assez sympa. Assez costaud. Voilà. Lucas, c'était une belle analyse sur le RCT. Tu le disais tout à l'heure, tu évolues quand même avec des garçons de grande expérience qui sont quand même assez des gros clients sur le terrain. Ben nous, on va te mettre en difficulté aujourd'hui et maintenant, tu vois, parce qu'on a aussi notre Bakis Bota du quiz. C'est notre ami Lucas Bertolotta. Lucas, on y va ou pas? C'est parti? Allez, c'est parti. Alors, Baptiste, c'est le moment de balancer un peu. Là, hein, alors, entre Bordeaux, le 15 de France et Toulon, t'en as connu des joueurs. Donc, on veut juste des noms. On veut pas l'explication, on veut juste des noms. T'es prêt? C'est parti. Allez, le partenaire le plus drôle. Nance du coin. Le plus sérieux. Jefferson Poro. Le plus fêtard. Blair Connor. Le plus casse-pied.
Il y en a un paquet. Patrice? Le plus casse-pied. Oh, il y en a un paquet. Oh, ouf. Le plus casse-pied, je dirais Julien Henry pour ses coiffures. Voilà. Ce sera répété, ça, déformé. Le plus gros mangeur. Aïe, aïe. Francisco Gomez Codella. Le meilleur chanteur. Dubié du coin. Le plus coquet, celui qui est toujours parfaitement habillé, tout beau. Alexandre Roumat. Et le plus gros dormeur? Sébastien Taoufifinois. De loin. On l'a vu, il arrive en retard aux anniversaires, Sébastien. Faut pas lui en vouloir. Ouais. Bon, c'est bien, ce qui est bien, c'est que tu viens de te fâcher avec la moitié du championnat. Je pense que les matchs qui vont arriver vont être un peu tendus. Mais c'est bien, tu vois, en tout cas, de passer un bon moment comme ça, de pas se prendre la tête. Ben justement, tu parlais d'un garçon là que tu viens de citer dans le quiz. Alors nous, tu sais, en fin d'émission, on a un truc assez sympa. C'est la question mystère ou le gage. Donc, à toi de choisir. Est-ce que tu prends le gage ou la question mystère? Allez, je vais prendre la question mystère. T'es prêt? Allez. Allez, on te la montre. Salut Bapi, c'est la room. J'avais juste une question très simple à te poser, pas très longue. Je voulais savoir pourquoi à Toulon tu sembles être un aigle à la pétanque et pourquoi quand tu reviens ici tu es une énorme truffe. Voilà, à toi de me dire et à toi d'expliquer à Cali. Bon, je pense que tu as reconnu notre ami Alexandre Roumat qui était venu lui aussi dans le vestiaire de l'Absolu Rugby. C'est une grosse amitié déjà que vous avez tous les deux. Ouais, on a une histoire un peu sympathique, c'est que nos pères ont joué ensemble à Dax. Ouais. Donc voilà, c'était un peu l'histoire qu'on avait en commun. J'étais très content quand il a signé à Bègle. On s'est de suite bien aimés. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Voilà, on se voyait très souvent en dehors du rugby. On partageait des activités, voilà, du golf notamment. On jouait très souvent ensemble. On avait organisé une Ryder Cup IBB qu'on fait chaque année. Et donc c'est mon partenaire. Je tiens à dire qu'on a gagné la première édition. Voilà. Donc ouais, non, c'est un mec que j'adore. C'est un mec avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Je trouve que c'est une très belle personne. Au-delà du rugby, c'est un pote parce qu'on vit pas que des bons moments et voilà, dans la vie de tous les jours. Et puis c'est quelqu'un qui a souvent été là pour moi, comme j'essaie d'être là pour lui. Et voilà, ça fait partie de mes belles rencontres du rugby. Pour répondre à sa question, j'ai passé mon confinement à jouer à la pétanque. Donc forcément, je me suis fait un niveau. Et la dernière fois à Bordeaux, on avait mangé pour son anniversaire à la Salie Sud entre Bisca-Plage et Arcachon, et j'ai été catastrophique. Voilà. Bon, on ne donnera pas les causes. Pourquoi tu as été catastrophique? On ne peut pas donner les causes. Non, franchement. Un repas un peu arrosé? Ouais, on avait arrosé un peu après, mais à ce moment-là, j'étais pas du tout. On était à jeun, quoi. Donc j'étais. J'avoue, je suis un peu passé à travers. Mais ça arrive. Lucas, moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, parce qu'il a fait équipe avec Dimitri Ajueli, nous, on va lancer un défi à Baptiste et Alexandre. On les prend quand ils veulent, au boule, on les massacre. On craigne des gains. Ça te va, Lucas? Ah, il n'y a aucun problème. Et on filmera ça pour Absolu Rugby, je pense même. Vous n'allez pas voir le jour. C'est bien. Mon cher Baptiste, merci en tout cas de nous avoir répondu, d'avoir passé ce joli moment avec nous. C'était vraiment top. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, mon cher Lucas, à Baptiste? De remplir tous ses objectifs, que ce soit personnel ou bien collectif avec le RCT et même avec l'équipe de France, et d'aller le plus loin possible en top 14, en Coupe d'Europe, en 6 nations et jusqu'à la Coupe du Monde 2023 comme il le souhaite. Voilà, mon cher Baptiste. On arrive à ça, c'est très bien. Bon. Merci beaucoup. En tout cas, oui, c'était un plaisir. Merci Baptiste, on se dit à très vite. Allez, salut les gars. Ciao.